Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce webinaire qui lance notre événement Think Éducation et Recherche 2024. Je suis Théo Aberbuch, directeur de Campus Matin et Gnewstank, et je vais co-animer cette séquence, cette session avec Alice Huot, qui est journaliste au sein de notre pôle enseignement scolaire. Bonjour Alice. Bonjour. Notre événement se tient sur 3 jours en ligne et à distance et son fil rouge cette année, c'est la performance dans l'éducation, dans l'enseignement supérieur, la recherche, changer de paradigme. Et nous avons essayé de décliner ce thème avec ce webinaire organisé avec notre partenaire, le réseau des INSPE, en nous interrogeant sur la formation des enseignants et en nous demandant si c'est un facteur de performance et comment il peut l'être d'un système éducatif. Alors, une question en pleine actualité à laquelle tenteront de répondre nos intervenants, experts et acteurs de ce système éducatif et de la formation des enseignants. 3 grands temps pour ce webinaire qu'on va essayer de respecter tout en vous donnant largement la parole. Temps numéro 1, essayer de définir autant que possible la performance d'un système éducatif. Temps numéro 2, l'influence, le rôle de la formation initiale des enseignants sur un système éducatif et les résultats des élèves. Et puis, temps numéro 3, la place, le rôle du développement professionnel tout au long de la carrière des enseignants. Pour démarrer, Alice va nous présenter celles et ceux qui ont la lourde tâche d'éclairer ces sujets. Alors avec nous aujourd'hui, nous avons Elsa Longripper, donc directrice de l'INSPE de Bourgogne et vice-présidente du réseau des INSPE en charge des moyens et des pilotages. Bonjour Elsa. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous avons également Éric Charbonnier, qui est analyste à la direction de l'éducation de l'OCDE. Il est par ailleurs membre du conseil d'évaluation de l'école. Bonjour Éric. Bonjour à tous. Nous aurons également la chance d'avoir le point de vue de Cécile Rilhac, députée Renaissance du Val d'Oise, également membre du conseil d'évaluation de l'école et qui est à l'origine de plusieurs travaux parlementaires sur le recrutement et la formation des enseignants. Bonjour Cécile. Bonjour à toutes et à tous. Et enfin, Romuald Normand, professeur à l'Université de Strasbourg et coordonnateur du réseau européen des sociologues de l'éducation. Romuald, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, juste avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet « Questions ». Nous chargerons donc de les faire remonter périodiquement pour qu'on puisse les aborder et que nos intervenants puissent y répondre. Et d'autre part, le replay du webinaire sera disponible sur le site de Campus Matin. Alors, pour démarrer nos échanges et pour voir un peu où on en est sur ce sujet, on avait envie de vous poser à tous les 4 une question un peu rapide. La formation des enseignants, aujourd'hui, vous lui donnez quelle note? Donc, pour commencer, peut-être Elsa? Déjà, merci pour cette question, Alice, parce que vous nous proposez en quelque sorte d'évaluer les modalités de la formation initiale, et c'est pas si souvent qu'on le fait. On est plutôt dans une tendance inverse, c'est-à-dire à réformer la formation initiale sans prendre le temps d'évaluer les impacts ou les effets réels qu'elle aurait sur le niveau de qualification des enseignants formés et donc, in fine, sur le niveau des élèves. Après, Alice, ça dépend ce que vous entendez par aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui il y a 2 ans, 4 ans, 6 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui, peut-être après-demain? Voilà, mais pour répondre à votre question et tenter d'englober cet aujourd'hui dans une temporalité à peu près cohérente, je ne vous donnerai pas une note sur 20, mais je vous répondrai en disant sur 4 critères. La capacité d'adaptation des acteurs de la formation initiale très satisfaisant, la stabilité, la lisibilité de la formation initiale non acquis, la construction d'un modèle économique et RH efficace pour la formation initiale à réviser, et pour la compétence formée des professionnels et formés à un métier dans un continuum de formation, je dirais, des progrès sont encore possibles en France. Donc, une approche un peu par compétence. Romuald?
Moi, je partirais un petit peu de mon travail d'enquête sur les systèmes éducatifs performants et ce que j'ai pu apprendre de la formation initiale. Alors, comme chercheur, j'aime pas tellement mettre des notes, mais bon, derrière, de toute façon, la formation initiale, il y a forcément un responsable et c'est quelque part le ministère de l'Éducation. Donc, je dirais élève doué d'une bonne volonté, mais travail laborieux, devrait s'inspirer des bons élèves de la classe internationale, des marges de progrès, en plus d'une réflexivité sur ses propres erreurs et ses expériences sont nécessaires. Eh ben. Eric? Oui, je sais qu'on aime bien mettre des notes dans le système français. Alors moi, je mettrais une note moyenne pour être en phase avec les résultats PISA de nos élèves, un 5 sur 10 d'encouragement, parce qu'il y a quand même eu des efforts de fait, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à faire pour améliorer la formation initiale des enseignants sur le volet pédagogique du métier. Il y a aussi cette nécessité d'harmoniser la qualité de la formation entre les INSPE. On sait qu'il y a beaucoup d'écarts et il faudrait que la même qualité de formation soit offerte. Et puis, le dernier argument, comme il faut toujours 3 arguments pour justifier une note, à mon sens, les INSPE sont une composante de l'université, donc il faudrait vraiment s'appuyer davantage sur la recherche en éducation. Donc, une note moyenne, encourageante quand même, mais peut mieux faire sur ces 3 aspects. Merci. Et enfin, Cécile? Donc, pour conclure, la note politique. Donc, je serai comme Monsieur Charbonnier, je serai sur, non pas un 5 sur 10, mais allons-y sur une note sur 20 qui colle au système actuel, donc un 10 sur 20, avec deux points à améliorer, c'est la coopération entre 2 ministères, un de l'enseignement supérieur qui supporte cette formation et un ministère de l'Éducation nationale qui recrute ces enseignants. Donc, ce 10 sur 20, c'est peut mieux faire dans la qualité, bien entendu, mais surtout peut mieux faire dans la relation entre ces 2 ministères, c'est-à-dire entre le formateur et le recruteur. Merci à tous les 4. On voit déjà qu'on n'aura pas de langue de bois pendant ce webinaire. On voit que le système est interrogé par vos propos et évidemment, on va essayer de prendre les choses dans l'ordre, hein. C'était un petit échauffement pour faire connaissance et voir un petit peu déjà des premières lignes se dessiner. Comme je disais tout à l'heure, on va essayer de définir un petit peu les choses et quand on parle de performance du système éducatif et de la formation des enseignants, on va essayer déjà de se demander de quoi parle-t-on exactement. C'est cette tâche qu'Éric Charbonnier, vous avez accepté de démarrer, avec cette tâche que vous avez accepté de démarrer. Qu'est-ce qu'on peut retenir justement des données internationales, des données de l'OCDE, puisque tout à l'heure on parlait de s'inspirer des élèves étrangers, de ce qui se passe à l'étranger, sur cette performance de notre système éducatif et de la formation des enseignants. Éric, c'est à vous. Oui, merci. C'est bien d'avoir 1 heure pour pouvoir présenter tout ça. Non, juste quelques minutes, mais c'est vrai que le sujet de la performance est toujours quelque chose de complexe, comment on définit la performance. Et si je reste sur notre étude PISA, qui est très récente et qui est sortie au mois de décembre, la performance des élèves, c'est-à-dire les connaissances et compétences qu'ils peuvent avoir sur les matières compréhension de l'écrit et mathématiques, la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, il y a une vraie chute de performance, mais une chute internationale qui inquiète, mais la performance en elle-même reste toujours dans la moyenne des pays de l'OCDE, donc ça ne serait pas aussi inquiétant que cela, mais la France fait toujours partie des pays où il y a beaucoup d'inégalités sociales dans les systèmes éducatifs, c'est-à-dire que quand on vient d'un milieu socio-économique défavorisé, on a moins de chances de réussite dans le système éducatif français que dans les autres. Donc ça, c'était des grands résultats de PISA, mais finalement, la performance d'un système éducatif ne se limite pas à ces 2 dimensions. Il est important aujourd'hui que les élèves s'épanouissent dans les systèmes éducatifs. C'est pour ça qu'on a une dimension du bien-être qui est vraiment quelque chose de très important à regarder. Donc, la qualité en termes de performance, l'équité sociale, mais aussi le bien-être des élèves. Et sur cette dimension, nos élèves s'en sortent pas si mal en France par rapport à la moyenne
des pays de l'OCDE, ils sont plutôt satisfaits à l'égard de leur vie. Ils sont moins anxieux aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a une dizaine d'années. Donc, il y a quelques éléments qui montrent que sur cette dimension, on n'est pas si mauvais que ça en France par rapport aux autres. Et c'est quelque chose dont on ne parle pas. Ça veut dire que le système d'éducatif, la façon dont on travaille avec les élèves, fonctionne plutôt bien pour l'épanouissement et le bien-être des élèves. Et puis, la dernière dimension qui est plus en lien aux enseignants, parce que leur bien-être est très important, il faut regarder le bien-être des enseignants, l'environnement scolaire, les conditions de travail. Et sur cette dimension, on a des résultats plutôt alarmants où on voit que les enseignants français se plaignent de problèmes d'indiscipline. Il y a un élève sur 2 dans l'étude PISA qui déclare qu'il y a du bruit et du désordre au début de chacun des cours. C'est quasiment la proportion la plus élevée des pays de l'OCDE. Donc, ça nous incite à réfléchir aussi sur la formation des enseignants, parce que peut-être que nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique du métier. C'est ce que j'ai dit un peu en introduction. Donc, il y a tout un ensemble d'éléments dans la formation initiale et continue qui permettraient peut-être aux enseignants d'être mieux et d'avoir de meilleures conditions de travail. Donc, tout ça, c'est très important de regarder toutes ces dimensions. Puis, le dernier point qui me semble important, c'est que l'expérience des réformes éducatives sur le métier d'enseignant, sur l'amélioration des conditions de travail, ce qui fait la différence, c'est vraiment des mesures qualitatives. Souvent, on entend la réponse politique des pays face aux difficultés, c'est on va faire plus d'heures de maths, on va faire plus d'heures de compréhension de l'écrit. C'est un petit peu la direction qui est prise en France aujourd'hui, de se dire si on fait davantage d'heures, on va régler les problèmes, mais on se trompe en allant dans cette direction, parce que c'est la qualité de l'enseignement qui fait la différence. C'est qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux sur le volume horaire qu'on a aujourd'hui, et je crois que c'est en ça que toutes les réformes sur la formation des enseignants sont indispensables, parce qu'elles vont permettre de mettre en place, de préparer les enseignants à être innovants avec leurs élèves, à individualiser l'enseignement, à faire en sorte que finalement la qualité de l'enseignement s'améliore sans pour autant avoir besoin d'augmenter de façon colossale le nombre d'heures de cours. On peut faire mieux avec le volume horaire qu'on a aujourd'hui en France. Eric, peut-être un complément sur justement ce qui est demandé aux enseignants. Il y a les compétences disciplinaires, mais vous nous disiez aussi en préparant ce webinaire que la tendance internationale, c'est préparer des citoyens et du coup agréger d'autres compétences et connaissances chez les jeunes, ce qui implique évidemment des connaissances supplémentaires pour les enseignants. Tout à fait, les fondamentaux sont importants, mais un jeune aujourd'hui doit être capable de communiquer, d'être créatif, de travailler en équipe, d'avoir confiance en soi et dans les autres. C'est toutes ces compétences aussi qu'on doit développer dans le système éducatif, et il faut que la formation des enseignants, elle intègre ce changement. Si vous voyagez en Finlande, en Slovénie, en Estonie, on voit dans ces pays-là que les systèmes éducatifs, les programmes scolaires ne sont pas dessinés uniquement sur la connaissance disciplinaire, mais pour objectif finalement d'aider les jeunes à devenir des citoyens qui vont s'épanouir dans le monde du 21e siècle. C'est ultra important également, et ça veut dire que c'est difficile aujourd'hui d'être un enseignant. On doit connaître sa matière, on doit être capable de bien communiquer, on a tout un ensemble de connaissances et compétences qu'on doit faire apprendre aux élèves. Ça montre la difficulté du métier et aussi la nécessité d'avoir une formation de qualité. Merci Eric. Vous n'hésitez pas à nous faire signe si vous voulez réagir à ce qui sera dit ensuite. Et puis, je passe la parole à Romuald Normand. L'un des points, Romuald, c'est peut-être que ces outils de mesure de la performance, que sont PISA ou d'autres, sont aussi devenus des outils politiques, des outils de gouvernance du système éducatif. Et c'est un des sujets sur lesquels vous travaillez. Oui, c'est vrai que les études PISA sont évidemment pas seulement une mesure des compétences cognitives des élèves, mais sont devenus des indicateurs aussi de qualité et d'efficacité des systèmes éducatifs. Et d'une certaine manière, l'OCDE s'en fait l'écho. Et si on regarde d'une certaine manière aussi le travail qui est fait à l'échelle européenne à travers les indicateurs de la méthode ouverte de coordination, on reprend évidemment les données PISA et on ajoute d'autres indicateurs qui concernent l'abandon de scolarité, la fin de l'enseignement secondaire et l'insertion des élèves, voire la participation des adultes. Donc, on a effectivement
un intérêt des décideurs politiques pour une mesure de la performance des systèmes éducatifs, mais comme l'a très bien dit aussi Éric Charbonnier, la performance, c'est pas seulement une mesure des compétences cognitives des élèves dans le lire, écrire, compter, c'est aussi des enjeux de développement des compétences psychosociales. Il l'a dit, du bien-être des élèves. Il se trouve que j'ai fait un rapport pour le CNESCO qui va être publié, qui va être rendu public dans quelques semaines sur le bien-être des élèves et des enseignants. Et je montre dans ce rapport, en mobilisant la recherche internationale, que la formation des enseignants, ce qu'on appelle le développement professionnel des enseignants, est central dans l'amélioration du bien-être, au même titre que le développement du leadership, enfin une forme de direction scolaire ou des pratiques de mentorat dans les établissements. Ça a des impacts sur le climat scolaire, ça a des impacts évidemment sur le bien-être des élèves. Donc la question de l'organisation en fait est importante quand on pense à ce développement des compétences psychosociales. La question de l'accompagnement des équipes aussi sur le terrain est importante. Tout ça nécessite du temps, parce qu'il faut du temps quand on veut former des enseignants, et surtout former des enseignants dans un développement professionnel continu. Le contexte peut faire évidemment des différences. Aucune situation, aucun établissement, aucune école ne ressemble à l'autre. Travailler sur l'humain, travailler sur l'aménagement du temps et de l'espace aussi à l'échelle de l'organisation. Peut-on aller vers plus de flexibilité des équipes pédagogiques, plus d'autonomie et de responsabilisation, plus de respiration d'une certaine manière qui est donnée aussi au terrain et aux équipes pédagogiques? Ça, c'est des questions, mais qui pour l'instant n'ont pas obtenu beaucoup de réponses dans notre système éducatif. Vous dites aussi que le terme de performance est peut-être à dépasser et qu'il faut insister sur la notion de réussite. Voilà, moi j'aime bien cette idée de réussite parce que dans la réussite, au-delà d'une mesure un peu étroite des compétences de base des élèves sur les fondamentaux, il est question de compétences sociales, il est question de bien-être, comme je l'ai dit, de climat scolaire, d'innovation, de prise en charge aussi de la difficulté scolaire. Et j'aime bien reprendre ce slogan d'un chercheur britannique, David Hopkins, qui dit que chaque école ou chaque établissement a des marges de progrès ou de progression. Mais il n'y a pas de recette unique. Il n'y a pas de recette unique, c'est des leviers qu'il faut mettre en œuvre à l'échelle de l'organisation scolaire, voire à l'échelle des territoires éducatifs pour obtenir justement une réussite des élèves et des enseignants. Et ça ne se fait pas sans accompagnement sur un temps long, ça ne se fait pas sans mettre à disposition une expertise et des ressources adaptées pour les équipes pédagogiques. Ça ne se fait pas sans une mobilisation de la communauté éducative, sans le développement de ce que quelqu'un comme John Hattie appelle une expertise collaborative. Et évidemment, la formation, mais aussi la recherche et l'articulation entre la formation et la recherche sont des éléments essentiels. Donc souvent en France, on se centre beaucoup sur la réussite dans la classe, dans ce que fait l'enseignant à travers la publication notamment de Vademecum. Mais ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'échelle de la classe important, c'est l'articulation entre ce qui se passe dans l'école et dans l'établissement et ce qui se passe dans la classe. Et c'est là sans doute aussi que la formation aurait des marges de progression, aussi bien en formation initiale qu'en formation continue. Peut-être un dernier mot, Romuald, c'est l'importance du travail collectif, là, sur quoi vous insistez aussi. Oui, l'importance du travail collectif, de ce qu'on appelle les pratiques collaboratives, parce qu'on s'est rendu compte notamment que les pratiques collaboratives et les enseignants engagés dans un développement professionnel continu qui valorise ces pratiques collaboratives et qui permet de développer une enquête sur les pratiques pédagogiques des enseignants, ça avait un effet de levier important sur les changements de posture et de pratiques pédagogiques dans la classe et in fine sur l'amélioration de la réussite des élèves. Donc on voit s'opérer dans les systèmes éducatifs dits performants appuyés par les résultats de la recherche, un basculement de la séparation entre formation initiale et formation continue à l'idée d'un développement professionnel continu et d'une continuité parfaite entre formation initiale et ce qui était avant appelé formation continue. Alors on commence timidement à en parler en France à travers l'idée de formation continuée, mais c'est très très timide. C'est très timide. Bon, on va y revenir plus en longueur tout à l'heure. Cécile Rilhac, je vous propose à la fois, évidemment, si vous le souhaitez, de réagir à ces premiers éléments et puis de donner le regard d'une membre du conseil d'évaluation de l'école, puisque c'est l'une des casquettes que vous avez. On reviendra évidemment sur vos travaux sur la formation des enseignants tout à l'heure, mais le conseil d'évaluation de l'école met en place maintenant une démarche assez récente, somme toute, quelques années, 2020, d'évaluation des établissements. Et ça, c'est très nouveau aussi au regard
cette thématique de la performance qui nous occupe aujourd'hui. Alors oui, le conseil d'évaluation de l'école a été donc créé par la loi en 2019. Et je crois que le système éducatif au sens large, au début, n'a pas compris quel était justement le pourquoi. Il fallait évaluer les établissements, les écoles, en tant en fait qu'écosystème, que petit système à part entière. Et le premier biais, je pense auquel ont été confrontés les enseignants, c'est qu'ils ont cru derrière l'évaluation de leur école, de leur établissement, ils ont cru que c'était eux qui allaient être évalués. Donc déjà, la première chose très importante lorsqu'on parle d'évaluation de la performance, de bien être précis, de savoir qui on évalue, qu'est-ce qu'on évalue. Ensuite, comment est-ce qu'on évalue? Il y a toujours la difficulté d'évaluer des compétences et d'évaluer des connaissances. Le conseil d'évaluation de l'école, lui, associe tous les acteurs de la communauté éducative, c'est-à-dire aussi les parents, les enseignants, que les cadres de l'éducation, et aussi les partenaires, que peuvent être les élus ou le tissu associatif. Donc déjà, c'est vraiment toute la communauté éducative qui est évaluée, qui est entendue. Et ensuite, il y a une double démarche, une démarche d'auto-évaluation de l'établissement et une démarche d'évaluation externe. Et ça, c'est également assez intéressant lorsqu'on parle d'évaluation, c'est de pouvoir en fait croiser deux regards, le regard interne, c'est-à-dire en fait celui qui va se juger, parce que même c'est s'évaluer, et puis le regard externe. Et on se rencontre au conseil d'évaluation de l'école que de croiser ces regards est extrêmement important. J'aurais voulu revenir sur la notion de chiffrer, parce que en fait, il y a toujours un biais, il me semble, lorsque l'on parle d'évaluation chiffrée, parce qu'une note, lorsque l'on donne une note à un moment, alors on évalue un fait à un moment donné. C'est-à-dire, quand on évalue un élève, c'est-à-dire que c'est sur le moment précis. Et cette note, elle peut évoluer. Donc, lorsque l'on donne un chiffre, on a toujours tendance, en fait, à vouloir à la fois se comparer. Donc, ça peut créer des biais parce qu'on ne sait pas à quoi se comparer la plupart du temps. Donc, ça veut dire qu'il faut une base de comparaison. Est-ce que c'est toutes les écoles de même type? Est-ce que c'est tous les établissements de même type? Est-ce que c'est... Enfin, et donc, quand on veut se comparer, on a tendance à faire des moyennes. Quand on fait des moyennes, on a tendance à mélanger des choux, des carottes, des navets, c'est-à-dire à faire une bonne soupe. Mais au final, dans une moyenne, on fond les éléments évalués. Et quand on parle de système éducatif, quand on parle d'évaluation de la performance, c'est chaque compétence qui est importante. Il n'y en a peut-être pas une qui est plus importante que les autres. Et je trouvais très intéressant ce que Madame Elsa Langripper, voilà, sur les 4 critères. Les 4 sont aussi importants. Et à partir du moment où vous faites une moyenne, par exemple, de ces 4 critères extrêmement importants, quelque part, vous perdez un petit peu de sens profond. Donc ça, c'est une chose que je voulais dire. Il y a autre chose sur l'évaluation chiffrée. L'évaluation chiffrée comme outil politique. Monsieur Normand, vous l'avez dit. Oui, c'est un outil politique. Et en fait, c'est quand on évalue aujourd'hui la performance, le mot même je reviens à la sémantique, le mot même de performance, peut être interprété différemment, peut être exploité, utilisé différemment. Et ensuite, cette performance chiffrée, appelle des décisions. Et aujourd'hui, moi, que je pourrais regretter, et c'est pas en tant que membre du conseil d'évaluation de l'école, mais c'est Ah, on a un peu de suspense, on a de la friture sur la ligne avec vous, Cécile Rilhac, et on espère qu'on va vous retrouver très vite. Et là, vous m'avez récupéré. Et voilà, on vous a récupéré. Il y a eu un suspense parce qu'on sentait que vous alliez donner un élément clé. Donc, je disais qu'au niveau politique, lorsque vous avez une note et que vous voulez l'améliorer immédiatement, vous prenez des décisions et des décisions immédiates. Et là, je vais prendre une grille un petit peu scolaire. Vous avez le bachotage, c'est-à-dire qu'on reprend ses cours et puis on réapprend mieux pour essayer d'améliorer sa note.
Ou il y a au contraire le fait que c'est celui qui crée l'évaluation qui va baisser un petit peu le niveau d'exigence, comme ça on est sûr que la note elle augmente. Et puis on peut même avoir une évaluation où on se dit, en fait à la fin, comme on a des moyennes, on va peut-être les harmoniser, parce qu'en les harmonisant comme ça, tout le système va augmenter. Et en fait, à chaque fois que, je le fais exprès, vous voyez, à chaque fois il y a un biais d'interprétation de la note, et il faut toujours se poser la bonne question de comment est-ce qu'on fait pour améliorer en fait plutôt les acquisitions. Ce qui est important, c'est bien entendu ce qu'on évalue, mais c'est surtout ce pourquoi on évalue. Et dans ces cas-là, la note, c'est juste un moment T, une indication précise. Et si on veut améliorer le système, ça veut dire du temps long, ça veut dire reprendre les choses à la base, se poser les bonnes questions sur, pour être performant, que faut-il améliorer? Plutôt que de chercher des coupables, il vaut mieux chercher des moyens, des axes d'amélioration. Et bien entendu, ils évoluent avec le temps, avec la société et avec les exigences institutionnelles. On va voir ces actes d'amélioration. Merci à vous trois pour ce premier tour de table. Alice, on a eu pas mal de questions dans le chat. Peut-être l'occasion d'en faire déjà remonter quelques-unes parce qu'évidemment, la priorité va à vos questions avant de reprendre le fil de notre déroulé. Oui, pas mal de questions de votre part, effectivement. Alors, on a notamment Olivier Perlot qui nous dit que l'étude PISA n'est qu'un indicateur parmi d'autres et qui demande si on ne donne pas trop de sens à cette étude et est-ce que c'est le seul élément pour poser le diagnostic de la formation initiale des enseignants? C'est une question pour moi. Oui, en fait, c'est vrai que PISA, c'est la publication la plus médiatisée de l'OCDE, mais on a beaucoup d'autres travaux qui sont ultra intéressants pour la formation initiale et la formation continue. Vous avez l'étude Thalys sur les enseignants qui sort tous les 5 ans, qui produit des résultats très intéressants dont j'aurai l'occasion de parler durant ce webinaire. Vous avez Regard sur l'éducation qui fournit des statistiques tous les ans sur les enseignants, sur leur salaire, sur leurs conditions de travail. Vous avez toutes ces études de l'OCDE qui, quand elles sont mises bout à bout, elles permettent de faire un diagnostic. Mais je suis complètement d'accord que l'étude PISA toute seule n'est pas suffisante pour avoir une évaluation du système éducatif. PISA nous donne un diagnostic à l'âge de 15 ans. On sait, par exemple, que les difficultés en mathématiques et en compréhension de l'écrit commencent dès le plus jeune âge en utilisant d'autres études comme Pearls, Teams. Donc, je crois que c'est une étude parmi d'autres, mais le diagnostic, il doit être fait en utilisant toutes les statistiques qui peuvent exister et qui sont très nombreuses et qui permettent aujourd'hui d'avoir quand même un aperçu très clair des points forts et points faibles des systèmes éducatifs en France comme ailleurs. D'autres questions, Alice? Ouais, d'autres questions, effectivement. Laurent Alexandre qui demande s'il existe des études sur les modalités de formation particulièrement performantes et sur le volume nécessaire avant de laisser des enseignants et enseignantes en totale responsabilité. Alors moi, je peux répondre partiellement à cette question. En fait, l'étude sur laquelle je m'appuie, c'est une étude qui a été faite par Linda Darling-Hammond. Alors, en France, Linda Darling-Hammond, ça ne dit rien à personne. Mais si je vous dis que c'est l'ancienne présidente de l'Association américaine de recherche en éducation, et si je vous dis qu'elle a consacré 20 à 30 ans de ses travaux de recherche à la formation des enseignants, déjà, ça parle un peu plus. Elle a été conseillère d'Obama et elle est à l'université de Stanford. Et avec son équipe, elle a pris au sérieux les résultats à PISA, des systèmes éducatifs hautement performants, et elle a organisé un tour mondial pour aller voir véritablement ce qui se passait dans ce système éducatif performant. Elle en a dégagé évidemment des invariants, évidemment en reconnaissant la dimension, le contexte culturel et institutionnel propre à ces systèmes éducatifs. Donc, ce n'est pas une question de volume horaire, comme on l'entend souvent dans une approche comptable de la formation, où il s'agirait de mettre en place des heures, additionner des heures pour améliorer d'une certaine manière la qualité de la formation des enseignants. C'est vraiment un enjeu de qualité de la formation initiale et de la formation continue des enseignants. Et les systèmes éducatifs performants ont vraiment investi dans cette qualité et un haut degré d'expertise des enseignants dans leur formation. J'aurai peut-être l'occasion de développer ça un peu plus tard. Et une dernière pour la route, Alice. Laurent Alexandre étant particulièrement en verve.
il a aussi demandé si le terme de formation initiale avait encore du sens, tant les parcours sont différents, voire inexistants pour les contractuels. Est-ce que Elsa ou Cécile, vous voulez peut-être réagir? Cécile, je vous ai vu. Mais brièvement, parce que je pense que Elsa a aussi beaucoup de choses à dire. Il me semble que oui, la formation initiale, le mot initial est extrêmement important parce que ça signifie le début de quelque chose. Lorsqu'on rentre dans une formation initiale, surtout lorsqu'on sort du lycée, on ne sait pas exactement où on va aller. On a l'espérance d'un métier, on a une idée vague peut-être de ce qu'on veut faire. Et donc, ce côté initial, c'est je commence à me former pour quelque chose. Et derrière, le fait d'avoir les mots continu et continuer, ça montre bien, et particulièrement dans l'enseignement, que on est toujours en fait en train d'apprendre. Et on est toujours en train d'apprendre pour améliorer ces connaissances de base, qui peuvent être par exemple des connaissances disciplinaires, qui peuvent être des connaissances très scientifiques, des connaissances liées au système éducatif, des connaissances liées à l'évolution même de l'enfant, des connaissances qui sont nécessaires parce que le monde évolue et que les connaissances elles-mêmes, elles évoluent. Et ensuite parce qu'il y a aussi besoin d'accompagner l'acquisition initiale de compétences et ensuite que ces compétences, elles aussi, elles peuvent être améliorées pour différentes raisons, parce que vous n'enseignez pas de la même manière lorsque vous êtes en école rurale que lorsque vous êtes en école urbaine. Vous n'enseignez pas de la même manière lorsque vous êtes à Mayotte que lorsque vous êtes à Lille. Et donc oui, il y a une formation initiale qui est là pour armer et pour donner aussi accès à ce très beau métier. Et puis derrière, il y a les formations continuer parce que c'est un métier mouvant, parce que l'enseignant et le être enseignant doit coller à l'évolution aussi de la société. Merci Cécile. Alice. Oui, ça nous permet de passer à notre deuxième grande question, qui est donc l'influence de cette formation initiale sur le résultat des élèves. On avait envie de savoir du coup où est-ce qu'on en est aujourd'hui, après des réformes successives de la formation initiale et une nouvelle qui se profile à horizon mars 2024. Elsa, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui caractérise la formation initiale dans les INSPE et comment ces derniers s'adaptent aux différentes évolutions? Oui, merci Alice. Alors effectivement, je ne reviens pas sur les nombreuses évolutions depuis la création des UFM jusqu'à aujourd'hui. On a changé, j'ai compté, on a fait 15 réformes sur ces dernières années, donc 4 sur les 15 dernières années. Et à chaque fois, c'est autant d'organisations, de concours qui changent de place, de maquettes de formation qui changent, d'accompagnement de stagiaires qui changent, etc. Donc 4 sur les 15 dernières années. Force est de constater que la formation initiale en France souffre d'une instabilité chronique dans ses modalités, sans pour autant qu'on arrive à trouver un équilibre satisfaisant, malheureusement. Et comme vous l'avez dit, il semble qu'on se dirige tout droit vers une nouvelle réforme. Voilà, donc sur la question de quelles influences la formation initiale des enseignants peut avoir sur un système éducatif et sur les résultats des élèves, j'aurais voulu revenir... pas forcément donner une réponse, mais donner des éléments de compréhension du contexte français, puisque c'est aussi un peu l'idée de ce webinaire, c'est de voir comment la France se situe dans son système de formation initiale comparé à d'autres pays. J'ai 4 points de particularité de notre système de formation. Au-delà du fait qu'il est réformé régulièrement. Le premier point, c'est, alors, Monsieur Charbonnier disait tout à l'heure, la formation des INSPE n'est pas tout à fait la même sur le territoire. Je voudrais quand même redire que la formation initiale, elle est très cadrée, elle est très contrainte par des textes. Les maquettes actuelles de formation, elles sont construites sur la base d'un référentiel de formation qui a été établi par l'Éducation nationale. Ce référentiel fixe les axes, les objectifs, les contenus. Ça fixe aussi la volumétrie dans des champs de compétences de la formation, et ça fixe aussi un pourcentage de praticiens de terrain dans la formation, puisque un tiers de la formation est assurée par des collègues qui sont par ailleurs en poste dans le premier ou dans le second degré. Et ensuite, nos maquettes et nos formations sont accréditées ou pas
par les deux ministères au regard du respect de ces textes-là. Voilà, ça c'est un premier point. Le deuxième point, ça fait un peu le lien avec ce qu'on vient de se dire, un argument récurrent en France pour justifier ou expliquer les réformes successives que nous vivons, c'est les résultats des élèves français, comme s'il y avait un lien évident et direct entre la formation initiale, en l'occurrence en SP ou en INSPE, et les mauvais scores des élèves. Je voudrais juste rappeler un chiffre, parce que j'aime bien aussi les chiffres. En 2022, donc on n'a pas beaucoup bougé, 720 000 enseignants du public qui sont en poste. Sur ces 720 000 enseignants, en fait, il n'y en a que 10% qui ont été formés en INSPE, puisqu'on n'existe que depuis 2013. Hein, je mets SP, INSPE dans la même vague de réformes. Autant dire que ces 10% ont sans doute un très faible impact sur les résultats PISA de ces dernières années, scores qui pour autant sont mis en avant pour exprimer combien il est nécessaire de revoir une nouvelle fois la formation initiale. Autre chiffre qu'il faut rappeler, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ADEP, un enseignant sur deux qui est recruté en France n'a pas reçu de formation initiale avant son concours. La formation initiale arrive après le concours. Elle dure 6 mois, puisqu'il est 6 mois en établissement et 6 mois en école et 6 mois en formation. C'est-à-dire 250 heures. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des enseignants en France qui sont recrutés qui n'ont pas eu véritablement de formation initiale avant d'être recrutés. Troisième particularité du système français qui explique un petit peu ce que je suis en train de dire, peut-être que M. Charbonnier va me contredire, mais je crois que dans la presque totalité des pays, un enseignant qualifié, c'est généralement une personne qui est titulaire d'un diplôme clairement identifié préparant au métier. Alors qu'en France, il n'y a pas de diplôme spécifique requis pour être un enseignant qualifié. Ce qui est requis, c'est un niveau de formation, en l'occurrence actuellement Bac+5, que cette formation ait un lien ou non avec le métier de professeur, et la réussite au concours. Voilà, je crois que c'est vraiment une particularité de notre système. Et enfin, le quatrième, on confond, à mon avis, le niveau de formation nécessaire, c'est-à-dire un master, et le temps de formation. Parce qu'en France, le temps de formation au métier, c'est 2 années, et c'est 2 années au mieux pour ceux qui passent par un master MEF. Comme je vous l'ai dit, il y en a 50% qui sont recrutés sans formation initiale, donc ils n'ont que 6 mois de formation. C'est 2 ans de formation. On peut se poser la question pour essayer d'avoir un élément de réponse à la question posée initiale. Est-ce qu'un temps si court de formation, 6 mois à 2 ans, peut avoir un impact réel dans la carrière d'un enseignant et notamment pour qu'il puisse faire face à la multiplicité des conditions complexes d'exercice qu'il va rencontrer. Donc je pose une question. La question que je pose là, c'est est-ce que la France, elle est capable d'affirmer que former des enseignants, c'est former à une profession? Et pouvons-nous répondre à cette question en dépassant le débat qui est récurrent et stérile en France sur quelle place dans la formation des enseignants pour la maîtrise des disciplines et quelle place pour les compétences pédagogiques et didactiques? Voilà. Donc, si tout le monde s'accorde sur le fait qu'enseigner est un métier complexe, un métier qui s'apprend, est-ce qu'il n'est pas temps, et c'est le propos de ce webinaire, est-ce qu'il ne serait pas temps de s'inspirer utilement des modalités d'organisation de la formation initiale qui sont mises en place dans les pays voisins et qui, semble-t-il, ont fait leurs preuves? Ça passerait par ce qu'il manque dans notre système, la création de licences dédiées au métier d'enseignement. C'est la proposition que fait le réseau depuis de nombreuses années pour qu'il y ait un véritable modèle en 5 ans. Quand on parle de formation dans la durée, il faut ces 5 ans de formation initiale pour pouvoir répondre aux enjeux. Il faut qu'il y ait une progressivité des mises en stage. On ne peut pas préparer sérieusement au métier d'enseignant. Il est tellement complexe entre 6 mois et 2 ans. Ça n'est pas possible. Voilà. Et pour terminer, et ça fera sans doute le lien avec la troisième partie, il me semble que l'autre condition pour cette formation initiale intégrée sur un temps long, en 5 ans, dédiée au métier de la formation, elle doit absolument s'inscrire dans ce continuum de formation tout au long de la vie. Il ne peut pas exister toute seule en tant que telle, comme un élément à part. Merci Elsa pour cette présentation très complète de
du système actuel et de ce qui lui manque. On va regarder aussi ce qui se passe un peu à l'international. À ce niveau-là, l'enquête de référence sur les enseignants, c'est donc l'enquête Thalys de l'OCDE. Eric, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on y apprend et donc où se situent nos enseignants français en termes de contenu, de temps de formation, de pratique professionnelle par rapport aux autres enseignants de l'OCDE? Donc c'est bien, on bascule de PISA à Thalys, ça fait une bonne publicité. C'est une publication qui mérite vraiment d'être lue parce qu'il y a énormément de résultats intéressants. La dernière étude est sortie en 2018. Juste une aparté pour répondre à Elsa sur l'harmonisation de la qualité des INSPE. Dans mes propos liminaires, ce que je veux dire, c'est sûr, la plaquette est la même pour tous les INSPE, mais on sait très bien que comme on a des difficultés d'attractivité du métier d'enseignant, on a aussi des difficultés parfois à trouver des formateurs, à trouver les bonnes personnes qui vont enseigner dans les INSPE d'une INSPE à l'autre en fonction de la location géographique. C'est ça que j'entends par améliorer la qualité. C'est pas remettre en cause la plaquette et les objectifs de pédagogie, mais c'est vraiment faire en sorte que on ait les personnes, les bonnes personnes pour permettre aux enseignants, quelle que soit leur localisation, d'être bien préparés. Donc sur Thalys, ça met en avant beaucoup de points qui ont été dit. Le premier point, c'est le niveau de qualification, de diplôme. C'est vrai qu'en France, on a des diplômes à un niveau académique très élevé. Il faut un master pour enseigner à tous les niveaux d'éducation. C'est pas le cas dans beaucoup de pays. Par exemple, pour être enseignant en école maternelle, il suffit parfois d'une licence. Les enseignants dans Thalys déclarent également que la formation des enseignants est très bien sur le volet académique du métier, la formation, la maîtrise de leur matière, mais par contre, beaucoup disent qu'ils sont mal préparés sur le volet pédagogique du métier quand ils entrent en exercice. Et je crois qu'Elsa a très bien expliqué les raisons qui font ce sentiment des enseignants qui sont évalués, qui répondent aux questions dans l'étude Thalys, qui expriment qu'il y a un besoin vraiment d'une meilleure préparation sur le volet pédagogique. Je peux vous citer quelques chiffres. Il y a 55% des enseignants dans Thalys qui disent qu'ils sont bien, que la formation sur la gestion de classe fait partie de la formation initiale qu'ils ont eue. Il y a 22% des jeunes enseignants qui disent qu'ils étaient bien préparés sur la gestion de classe quand ils ont débuté le métier. Il y a un enseignant sur 10 qui disent que la formation sur l'enseignement en milieu multiculturel faisait partie de leur formation initiale. Il y a 2 enseignants sur 3 qui disent qu'ils ont été bien préparés sur le volet pédagogique. Voilà, on comprend que c'est là-dessus qu'il faut accentuer. Alors peut-être en identifiant une licence éducation comme dans beaucoup de pays, ayant une licence avec aussi un mélange d'alternance entre moment à l'université et moment en exercice. Il y a une réflexion évidente parce que nos enseignants sont mal préparés sur le volet pédagogique. Et ce qui est spécifique à la France qu'on retrouve dans l'étude Thalys, c'est cette difficulté de la transition entre apprentissage et début de carrière. Les jeunes enseignants ont beaucoup de difficultés en France au début d'exercice. Ils le déclarent qu'ils ont besoin de davantage de formation, d'opportunités de revenir à l'université. Par exemple, je vous donne un exemple de pratique qu'on retrouve dans d'autres pays. Il y a 22% des enseignants en France au collège qui ont dit en début de carrière qu'ils ont pu bénéficier de co-enseignement avec des enseignants expérimentés. La moyenne des pays de l'OCDE est de 45%. Donc, je pense que l'accompagnement des jeunes enseignants, l'affectation aussi, faire en sorte qu'ils soient moins affectés dans des établissements difficiles, c'est des points sur lesquels il faut réfléchir parce que aujourd'hui, il y a du découragement, il y a aussi des démissions qu'on observe dans beaucoup de pays de l'OCDE, pas qu'en France. Donc, il faut intégrer toutes les réflexions sur une formation initiale de meilleure qualité pour permettre aux jeunes enseignants d'être mieux préparés, mais il faut aussi les accompagner une fois en exercice. C'est une autre dimension très importante.
Merci Eric. Romuald, je me tourne vers vous à nouveau puisque vous nous avez mentionné tout à l'heure l'étude de Linda Erling-Damon, donc qui a fait une grande enquête comparative et ça avait l'air très intéressant. Du coup, on a envie d'en savoir un peu plus sur les éléments qu'elle identifie qui permettent de faire le succès d'un système éducatif. Ça conforte un petit peu ce qu'a dit Elsa Langripert et Éric Charbonnier, hein, c'est-à-dire d'abord il faut du temps et un temps long pour la formation des enseignants. Et ce que montrent Linda Armand et ses collègues, c'est que bon, c'est pas tellement les salaires attirants ou le fait que les études soient financées, c'est plutôt d'abord une attractivité du métier d'enseignant lui-même, tout simplement parce que on a envie d'entrer dans le métier parce qu'on a des bonnes conditions finalement de développement professionnel notamment continu, pas seulement en formation initiale, et on offre des bonnes opportunités de carrière aux enseignants qui sont sélectionnés à un haut niveau, un niveau Bac+5, avec des exigences importantes sur non seulement les aptitudes à enseigner et quelquefois la maîtrise des savoirs et des compétences disciplinaires, mais sur la motivation et l'engagement au service de la réussite des élèves. Et donc, les normes professionnelles sont exigeantes de ce point de vue-là dans la profession. On exige des enseignants qu'ils sachent réfléchir sur leurs pratiques, qu'ils sachent apprendre ensemble. Et cette dimension de l'apprentissage professionnel, je reviens un petit peu sur ce que disait Cécile Riac, est relativement important. Par exemple, à Singapour ou en Nouvelle-Zélande, dans les instructions officielles, les enseignants doivent répondre à 4 questions. Qu'est-ce que nous ferons pour que nos élèves apprennent mieux ? Qu'est-ce que nous apprendrons collectivement pour faire mieux apprendre nos élèves ? Qu'est-ce que nous ferons si nos élèves n'apprennent pas ? Et qu'est-ce que nous ferons si nos élèves apprennent déjà ? Donc on voit cette dimension de centration très forte sur l'apprentissage des élèves, avec une exigence de développement de compétences cliniques. Et là, le modèle de la médecine un petit peu s'est transposé dans l'éducation, c'est-à-dire qu'on demande aux enseignants qu'ils fassent le lien dans la formation avec la recherche, qu'ils conduisent des expérimentations ou des innovations, qui d'emblée s'inscrivent dans un travail collectif avec d'autres enseignants novices ou plus experts, qu'ils développent des compétences à l'évaluation comme régulation de l'enseignement et des apprentissages des élèves. Et surtout, on leur propose, on a trouvé des solutions pour faire face à ce choc d'entrée dans le métier, en quelque sorte. Ils connaissent une immersion progressive, un accompagnement sur site, qui est le prolongement de la formation initiale, et on dégage du temps pédagogique pour qu'ils puissent se concerter entre eux, pour qu'ils puissent se concerter avec des élèves, avec des enseignants plus expérimentés, notamment à travers un développement de pratiques de mentorat individuel ou en binôme ou collectif, parce qu'on centre vraiment sur cet apprentissage entre pairs, cet apprentissage professionnel entre pairs, qui est jugé comme un vecteur essentiel de pratiques pédagogiques réussies ensuite dans la classe. Très bien, merci beaucoup. Cécile, alors peut-être déjà vous voulez réagir à tous ces éléments avec votre œil de parlementaire. C'est des choses sur lesquelles vous travaillez sur au cours de missions d'information que vous conduisez et nous dire un peu comment on peut faire évoluer cette formation et quelles sont aussi vos propositions que vous portez. Oui, réagir, ce que j'ai entendu, c'est toute la réflexion que je mène, et pas simplement depuis 2022, mais depuis 2018, et nous sommes nombreux à réfléchir, parce que ce que Elsa a bien souligné, c'est que le nombre de réformes qui ont eu lieu sur la formation et le recrutement des enseignants durant ces 3 dernières décennies nous fait, en tout cas moi, me positionner en disant qu'aujourd'hui, on a besoin d'une réforme, mais cette réforme, elle ne doit pas en appeler d'autres, parce qu'arrive un moment, pour pouvoir justement être performant dans la formation, il faut aussi se donner le temps d'évaluer ce qui a été fait et de progresser et peut-être de l'adapter au fil du temps. Et donc aujourd'hui, nous avons des formations pour amener les enseignants devant les élèves qui sont extrêmement complexes dans leur cursus.
Aujourd'hui, il n'y a pas moins de 5 statuts différents de stagiaires professeurs. Comme l'a très bien dit Ilsa, nous avons des enseignants aujourd'hui qui sont à l'issue de leur master mis à temps plein devant leurs élèves en responsabilité, là où d'autres ne sont mis qu'à 50%. Et tout ça, ce sont les INSPE qui doivent organiser des calendriers organisationnels monstrueux pour essayer de continuer à former les entrants dans le métier. Bon, c'est d'une complexité. Comment voulez-vous, avec toute cette complexité-là, eh bien, accompagner correctement tous les enseignants à l'entrée du métier? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est comment voulez-vous qu'un lycéen qui a potentiellement envie de se projeter dans ce métier, qui est quand même un des métiers de vocation, donc souvent, oui, assez jeune, on peut se projeter dans le fait de devenir enseignant. Et bien aujourd'hui, à la sortie du lycée, pour les professeurs du second degré, c'est relativement simple. On se dit, on va faire une licence disciplinaire. Je vais faire de la bio, je vais faire des maths, je vais faire du français, de la littérature. Mais par contre, quand on veut être professeur des écoles, quelle filière je dois faire? Donc là, on se retrouve devant un magma de propositions très floues. Et ce qui fait que les lycéens rentrent dans des filières sans savoir véritablement à quel métier ils vont être formés. Ils ont une idée du métier, mais en fait, ils ne l'expérimentent pas. Et d'ailleurs, la formation qu'ils suivent est une formation purement disciplinaire dans ces cas-là et ne les ouvre pas justement à réfléchir sur ce potentiel métier. Et ce qui fait que, au bout des 5 ans, eh bien, vous avez un métier comme ça qui a été rêvé, qui a été imaginé, qui a été pour certains pensé, et la confrontation au réel, c'est-à-dire le jour où je me retrouve devant ma classe, eh bien là, il y a un choc entre le métier rêvé et le métier réel. Et c'est là peut-être aujourd'hui où nos jeunes dans notre société se retrouvent complètement désarçonnés et sont extrêmement déçus. Donc, toute la réflexion que j'ai menée sur une première mission sur le premier degré nous a amené à penser qu'il fallait absolument que dès la sortie du lycée, à l'université certainement, mais il y ait déjà des cursus qui puissent dire, voilà, vous voulez être professeur, voilà clairement quelle filière il faut faire. Et pour le premier degré, eh bien, il faut certainement des filières pluridisciplinaires. Comme l'a dit également Elsa et Éric Charbonnier, il y a aussi cette notion de confrontation réelle. Ça veut dire que lorsqu'on a envie de devenir enseignant, eh bien oui, dès la première année de licence, dès la deuxième année de licence, il faut qu'il puisse y avoir des pratiques accompagnées pour se frotter à ce métier. La deuxième chose aujourd'hui, à la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il ne faut pas séparer, différencier les formations justement pour les professeurs des écoles et pour les professeurs de nos collèges et lycées. Si nous différencions les formations, il y a un risque, parce que c'est humain, en fait, de hiérarchiser les enseignants les uns vis-à-vis des autres. Et il n'y a rien de plus mauvais que de dire qu'un enseignant du premier degré ne vaut pas la même chose qu'un enseignant du second degré. Ils ne font pas simplement le même métier, ils ne s'adressent pas simplement à la même population. Voilà. Donc, l'importance aussi d'avoir un schéma commun me paraît aujourd'hui fondamentale. Si on réforme le premier degré, eh bien, on réforme le second degré. La troisième chose, c'est l'importance et la difficulté, en fait, du recrutement. En France, et là je rebondis un petit peu sur ce qu'a dit Éric Charbonnier, je crois qu'en France, on est le seul pays, en effet, à avoir un concours de recrutement, c'est-à-dire qu'on rentre dans la fonction publique. Et la problématique du cursus de formation, de mon point de vue, c'est à chaque fois on a buté sur la place de ce concours. Et quand on bute sur la place du concours, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on avait un concours avant en Master 1, maintenant on l'a déplacé en Master 2. Eh bien, qu'est-ce qui se passe dans un Master MEF? Eh bien, les étudiants sont préparés au concours. On ne les prépare pas à rentrer dans le métier, on les prépare à réussir un concours. Et je sais bien, et Elsa pourra peut-être réagir là-dessus, malgré les maquettes professionnelles, malgré un référentiel qui existe, je suis désolée lorsqu'on entend des étudiants en formation pour passer un concours de recrutement, ils sont focalisés sur la réussite de leur concours. Donc aujourd'hui, il y a aussi cette question, c'est comment on recrute les enseignants, quelle est la place du concours
et en tout cas, moi, la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il ne faut pas que le recrutement, aujourd'hui, fait perdre des heures de formation en termes de compétences professionnelles aux futurs enseignants. Et c'est pour ça que je rebondis sur ce qu'avait dit, en effet, d'une manière très, très importante, Elsa, c'est qu'aujourd'hui, les temps de formation et les objets de formation, je veux bien qu'il y ait un référentiel, mais je ne sais pas si vous avez essayé de lire le référentiel. Eh bien, il est extrêmement flou. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a carrément des volumes horaires dédiés à telle ou telle discipline, mais en fait, chaque université peut très bien, et chaque INSPE peut en fait faire beaucoup de choses derrière ce référentiel et de faire des choses très, très différentes. Donc, il y a peut-être aujourd'hui besoin d'avoir un vrai référentiel, peut-être d'ailleurs écrit par le ministère de l'Éducation nationale, parce que c'est lui qui va être le recruteur, et derrière de voir, grâce à la compétence, l'énorme compétence et le travail collaboratif mené au sein des INSPE et des universités, comment est-ce que derrière les maquettes universitaires, d'abord des licences, puis du master MEF, peuvent être adossées en fait à ce document, ce nouveau référentiel. Merci Cécile Rilhac. On a beaucoup de questions parfaitement en lien avec vos propos à tous, donc on va essayer de rebondir dessus, ce qui vous amènera à préciser les uns et les autres vos propos. Sur cette question de la formation au niveau de la licence, des questions pour savoir dans quelle mesure ce serait pas trop spécifique et un peu. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de se fermer des portes? Un des exemples qui est donné, c'est la licence accès santé qui a été mise en place avec finalement une logique de tronc commun, mais la possibilité d'exercer divers métiers. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être inspirant? Et peut-être tout de suite une deuxième question, et puis ensuite on fait tourner la parole. Le dispositif des parcours préparatoires au professorat des écoles qui existe déjà, qui a été évalué et qui est cité comme modèle ou pas à suivre. Peut-être Cécile, et puis ensuite on tourne avec les autres sur vos éventuelles réactions aux uns et aux autres. Alors, je vais essayer d'être brève pour réagir déjà. Le parcours 3PE, c'est en effet un excellent parcours pour rentrer dans le métier enseignant. Tous ceux qui l'ont mis en place relèvent à la fois son succès auprès des lycéens, parce que je crois que pour rentrer en 3PE, c'est quelque chose 1 sur 10, voire 1 sur 20 pour pouvoir accéder à ces parcours, c'est-à-dire que la demande est très, très, très forte. Et ensuite, en effet, il y a une réelle formation au métier. Tout de suite, la difficulté, c'est que d'un point de vue de faisabilité, je ne pense pas que ce soit reproductible à l'échelon des besoins que nous avons en nombre d'enseignants. Aujourd'hui, nous avons besoin, premier et second degré, de former 22 000 enseignants par an. La manière dont sont composés les 3PE, ce n'est pas possible de pouvoir proposer ces parcours à 22 000 potentiels enseignants. Donc, oui, les 3PE, c'est un très bon dispositif que nous devons conserver parce qu'en plus, à mes yeux de politique, ils ont cette vertu de pouvoir permettre à des étudiants venant de milieux un petit peu plus défavorisés et qui ont besoin justement de rentrer dans le métier différemment et d'être accompagnés financièrement. Donc ça, cette vertu-là, voilà pour ma réaction sur les 3PE. Sur les passerelles, la nécessité de passerelles, si on rentre dans des licences. Oui, Elsa, on y va, on reste sur les 3PE. Elsa. Oui, non, mais j'allais compléter. J'avais vu dans le chat les questions des collègues. C'est presque un faux problème, cette histoire d'enfermer. Quand on veut devenir ingénieur, on commence par des études d'ingénieur dès le post-bac. Quand on veut faire du droit, quand on veut faire médecine, on commence tout de suite à faire médecine. Donc, cette question qu'on pose toujours pour l'éducation, pour la formation des enseignants, c'est-à-dire, oui, mais est-ce qu'on n'enfermerait pas les gens? Bizarrement, elle se pose pas pour d'autres disciplines universitaires. Cela dit, pour répondre à la collègue, là, je n'ai pas le temps de le faire, mais les propositions qu'ont fait le réseau des INSPE vont un petit peu dans le sens de ce qui est dit, c'est-à-dire des majeurs mineurs, PASSLAS, enfin une inspiration de se dire je peux trouver des passerelles d'entrée, de sortie, mais à tout niveau du processus. Et ça va aussi avec une autre question qui est à quel moment des gens qui voudraient se reconvertir vers le métier d'enseignant peuvent le faire. Voilà. Notre système n'est pas très très bien pensé pour ça. Et encore une fois, si je regarde ce que font les pays voisins, dans beaucoup de pays voisins, il y a des formations courtes qui sont proposées en amont finalement du recrutement
pour pouvoir proposer à des gens qui ont déjà 1, 2, 3 carrières de pouvoir se reconvertir au métier d'enseignant. Voilà, nous, dans notre système français, on n'a pas véritablement ça, puisqu'encore une fois, on peut passer le concours, effectivement, avec un autre cursus, mais on sera formé après. Je pense qu'il serait plus intéressant, encore une fois, de s'interroger sur l'opportunité de former les gens avant et de les accompagner vers l'entrée dans le métier, même avec une première ou une deuxième ou troisième carrière. Et juste une petite nuance par rapport à ce qu'a dit Cécile Riac sur les PPPE. Je suis pas fondamentalement d'accord sur le côté c'est très bien pour rentrer dans le métier. Le PPPE, à mon avis, est une bonne chose pour ouvrir à la maîtrise de l'ensemble des disciplines scolaires qui ensuite vont être enseignées, parce qu'effectivement, il n'y a pas de licence qui ouvre à cette multiplicité de disciplines scolaires. Par contre, et c'est peut-être une critique que faisait le réseau des INSPE, la dimension préparation au métier, et on le retrouve d'ailleurs dans les 3 rapports de l'inspection générale, les étudiants sont un peu frustrés du peu de didactique ou justement de lien avec l'enseignement pendant ces 3 années de PPPE. Donc, il y a sans doute un modèle à penser qui serait à la croisée d'une licence et voilà, peut-être de ce PPPE. Il y a sans doute quelque chose à inventer. Voilà. Éric Charbonnier, Romuald Normand, est-ce qu'il y a une volonté de réagir sur certains des éléments là? Oui, je ne vous ai pas entendu. Juste un petit point sur cette importance aussi de mettre de l'alternance. C'est ce que j'ai pu dire, cette formation qui est très académique et qui est très spécifique à la France. C'est vrai que dans la plupart des pays européens, on a souvent une formation qui mêle savoir et savoir-faire, où il y a des moments pour pouvoir aller dans les écoles et revenir à l'université. Et ça me semble aller dans une bonne direction. Et après, on peut très bien avoir des équivalences, débuter une formation, une licence en éducation, c'est pas être obligé de rester dans cette voie. Aujourd'hui, je pense qu'on manque de flexibilité d'une façon générale en France sur les diplômes. Et ça aussi, c'est un enjeu plus de réflexion, comment faire qu'un master, quel que soit le domaine qu'on a, permette de travailler dans différents secteurs. Donc, je pense, je souscris à cette idée de développer la partie pédagogique, mais pas une fois qu'on a le concours, vraiment durant la formation. Oui, je souscris ce que dit Éric Charbonnier, c'est-à-dire cette dimension de l'approche clinique me semble importante aussi, c'est-à-dire comment faire en sorte que l'apprentissage professionnel ou l'apprentissage entre pairs soit plus proche des situations de travail. Et en même temps, on sait que la formation, ça prend du temps, hein, notamment le développement professionnel continu. La recherche montre qu'un développement professionnel continu bien accompagné et bien évalué en termes d'impact dans la classe, ça prend 18 à 24 mois pour changer une posture et une pratique pédagogique. Donc, c'est évidemment du temps long. Comment sortir d'un cycle annuel pour avoir une programmation véritablement de la formation des enseignants sur un temps long, c'est un enjeu. Et ce que je vois, moi, mon expérience du terrain, parce que je vois ça aussi, je vais pas mal dans les académies, souvent, on a une approche en termes d'offre de formation, je dirais une approche assez descendante. On se pose la question des besoins des enseignants. Je ne sais pas trop ce que c'est. Je ne sais pas si les enseignants ont vraiment conscience de leurs besoins. On a des formules diagnostiques et ensuite, on propose une offre assez descendante. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser aussi à du co-design, des approches un peu plus bottom-up, comme on dit dans la recherche internationale, ascendante, qui associeraient les professionnels à la conception de leur formation dans une approche, on parle bien de parcours personnalisé ou d'individualisation pour l'apprentissage des élèves. Pourquoi on ne pourrait pas penser aussi cette personnalisation et cette individualisation des parcours pour les enseignants? Alors, peut-être on va rester là-dessus, Romuald, puisqu'on avait effectivement prévu d'aborder tout de suite après cette question. On va évidemment poursuivre sur les questionnements du chat après. Sur ces enjeux du développement professionnel continu, vous nous donniez aussi en exemple d'autres pays. Alors, on parle beaucoup de Singapour en termes de temps consacré à la formation continue. On est dans une autre galaxie. Oui, on est dans une autre galaxie parce que développement professionnel continu, je dirais les 3 mots sont importants. Développement parce que c'est le développement de la personne dans sa dimension sociale, mais aussi sa dimension psychologique. On parlait de l'importance du bien-être. Et souvent, ce qu'on trouve dans la recherche internationale, c'est l'idée que le développement professionnel des enseignants, c'est apprendre pour soi, mais aussi apprendre avec les autres,
apprendre par les autres et apprendre pour les autres. Alors, je n'ai pas le temps de développer ces trois conceptions-là, mais elles sont relativement importantes et surtout, pas faire vivre un développement uniquement individuel, mais faire vivre un développement collectif, c'est-à-dire construire un groupe professionnel réflexif qui accepte d'une certaine manière de conduire une enquête sur ses pratiques. Professionnel parce que, évidemment, le développement professionnel continu, il est centré sur l'apprentissage entre pairs. C'est nourrir la réflexivité, l'exploration d'un groupe professionnel. C'est d'une certaine manière à emmener ce groupe professionnel, non pas dans une planification de ses activités, mais dans une exploration de ce qu'il est possible de faire en s'appuyant évidemment sur l'expertise de ce groupe, en l'accompagnant par une expertise externe. Et c'est continu parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour acquérir de nouveaux savoirs professionnels, pour hybrider ces savoirs professionnels avec des savoirs de la recherche. Et comme je l'ai dit, ça prend du temps si on veut véritablement que ça ait un impact sur les postures et les pratiques pédagogiques dans la classe. Éric Charbonnier, il y a des pays dont on pourrait s'inspirer en matière de formation continue pour poursuivre ce que disait Romuald? Oui, je resterai pas sur Singapour, les pays d'Asie, mais je pense qu'il y a des bonnes pratiques à regarder. Par exemple, en Finlande, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que les jeunes enseignants ont des opportunités tout au début de leur carrière de revenir à l'université, d'échanger sur ce qu'ils ont appris, d'en discuter avec les étudiants qui se destinent à devenir enseignants pour qu'il y ait une sorte de réflexion sur ces premiers mois, ces premières années de travail et voir ce que ça a pu apporter. Les exemples aussi en Irlande, on ne parle pas souvent de l'Irlande, mais c'est un pays qui s'en sort bien dans les évaluations internationales où il y a vraiment une culture de l'établissement. Cécile Riac a parlé de l'évaluation des établissements en France, mais il y a cette culture en Irlande de discussion entre les enseignants avec leur chef d'établissement sur comment améliorer la performance des élèves. Et ces discussions, ça génère des changements dans les pratiques pédagogiques. C'est documenté dans des documents qui sont disponibles sur Internet et accessibles aux autres établissements. Donc ça aussi, c'est une bonne pratique dans cette idée que ce qui fonctionne dans un établissement devrait être accessible aux autres. C'est cette idée que on se forme en revenant à l'université, mais on continue de se former collectivement avec ses collègues dans une école et qu'il faut que ce qui fonctionne dans un établissement soit accessible aux autres qui puissent suivre le même chemin. Donc je crois qu'on a différents exemples comme ça, mais notre faiblesse aujourd'hui est le peu de possibilités pour les jeunes enseignants d'avoir accès à toutes ces possibilités qu'on retrouve dans ces pays. Cécile Riac, je vous propose de poursuivre sur cette question de l'organisation de la formation continue. Juste peut-être, je vais vous faire un paquet, comme parfois il y a des paquets de questions à l'Assemblée nationale, comme ça on va essayer d'en traiter plusieurs. Il y a deux choses sur lesquelles on n'est pas revenu, qui étaient dans les questionnements. Revaloriser l'accompagnement de ceux qui forment les jeunes enseignants, ceux qui peut-être ces fameux pairs qui les accompagnent, et notamment la question du financement. Et puis, c'est un sujet dont on a discuté et qui fait partie de vos réflexions, le financement de cette formation pour les jeunes qui se lancent dedans, qui est aussi un enjeu d'accessibilité à tous les profils sociaux de cette formation. Donc, peut-être juste sur ces deux questions de financement, et puis après, votre regard sur ce qu'on pourrait faire pour mieux se former tout au long de la vie quand on est enseignant. Deux questions fondamentales, parce que si on réforme la formation initiale des enseignants, et particulièrement en faisant un master MEF, on va dire par alternance, c'est-à-dire avec de plus en plus de pratiques. C'est bien évidemment de la pratique accompagnée, particulièrement en première année de master. Et puis, on a même si on a abordé 3 PE, il y a cette question qui a déjà été traitée. Il existe aujourd'hui des parcours avec ce qu'on appelle les AED pré-pro qui font qu'ils sont rémunérés. Donc, si demain on décide d'avoir un master MEF professionnalisant, à l'issue peut-être d'un concours en sortie de licence, il est clair qu'il va falloir, trouver les moyens de rémunérer des élèves professeurs, on va les appeler comme ça pour l'instant, parce que la question du stagiaire dans la fonction publique pose question, et là, en tant que parlementaire, j'attendrai d'avoir des réponses très précises pour pouvoir oser parler de 2 années de stage. Donc, je préfère parler d'élèves professeurs. Donc, oui, il va falloir faire un effort budgétaire pour les accompagner. Et bien entendu, il va falloir également, et j'avais d'ailleurs posé des amendements en ce sens
au budget pour l'année prochaine pour revaloriser les tuteurs. Aujourd'hui, ce qu'on appelle les tuteurs, je vous disais tout à l'heure qu'il y a pas moins de 4 statuts, voire même 5 statuts de stagiaires différents, et c'est tout autant de statuts différents de tuteurs, en fonction qu'ils soient du premier, du second degré. Il y en a qui peuvent être rémunérés par des indemnités de mission particulière, il y en a qui sont rémunérés par forfait à l'heure. C'est une jungle. Et si on veut avoir aussi des tuteurs en nombre, eh bien, oui, c'est du travail en plus de leur travail d'enseignant, donc il se doit d'être correctement rémunéré. Donc, pour répondre globalement, modifier, réformer la formation initiale des enseignants en y incluant plus de pratiques professionnelles, cela implique un effort budgétaire de la part de l'État. C'est indéniable et en tout cas, je ne le conçois pas différemment. Concernant la formation continue et continuée, aujourd'hui, il y a une véritable réflexion à mener sur la place de cette formation et là, peut-être la reconnaissance. On n'a pas encore abordé ce sujet-là. Aujourd'hui, les carrières enseignantes, elles sont quand même extrêmement figées. Vous avez le parcours, donc le PPCR, voilà, vous avez 3 étapes. Vous êtes interrogé par un inspecteur, vous êtes vu, visité, et puis quelque part, au bout de 18 ans de carrière, qu'est-ce qui se passe? Et de la même manière, aujourd'hui, vous avez des enseignants qui se forment entre pairs, il y a des communautés qui existent, il y a des partages qui se font, et cela se fait complètement en dehors des clous de l'enseignement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des pratiques, des mauvaises pratiques aussi qui se partagent. Heureusement, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus de bonnes pratiques qui se partagent, mais voilà, comment est-ce qu'on fait pour contrôler les bonnes pratiques? Et puis surtout, comment est-ce qu'on fait pour valoriser les enseignants qui se donnent, vraiment se consacrent à cette formation à la fois entre pairs, mais aussi continuellement, parce qu'il y en a qui se forment sur leur discipline, mais il y en a qui se forment aussi sur les travaux coopératifs, on en a parlé, sur les travaux collaboratifs. Les questions que M. Normand pose, elles sont extrêmement importantes sur le pourquoi j'enseigne, pour qui j'enseigne, comment j'enseigne, est-ce que j'arrive au bon résultat, et si je n'arrive pas au résultat que je me suis fixé, eh bien comment je fais pour améliorer ma pratique, pour pouvoir faire en sorte que mes objectifs soient atteints. Enfin, et tout ça, c'est continuel. Et aujourd'hui, vous avez des enseignants qui s'investissent énormément là-dedans, et ils ne sont pas, je dirais, revalorisés ou valorisés par ces actions de formation continue et continuée par rapport à d'autres qui ne font peut-être pas cet effort-là. Donc, il y a une vraie interrogation. Merci Cécile. On arrive dans les dernières minutes de notre webinaire. On va quand même encore traiter quelques petites questions des nôtres et de la salle. Elsa, les INSPE, on va peut-être quand même rappeler qu'ils ont un rôle. Alors c'est peut-être pas central dans leur mission, mais c'est une mission importante dans cette formation continue. L'occasion de se mettre à jour sur ces missions. Tout à fait, c'est dans nos statuts. Les INSPE organisent des actions de formation continue des personnels, etc. Ça fait partie des missions et nous y tenons. Et les INSPE ont des leviers pour pouvoir agir sur le développement professionnel continu des enseignants. Je peux en citer 3 très rapides. Je reviens sur l'attention particulière qu'il faudrait avoir pour certains publics qui sont peu formés. Je reviens sur cette formation continuée, c'est-à-dire ce qu'on appelle les T1, T2, T3, ceux qui sont nouvellement nommés. Encore plus dans notre système où, notamment dans le second degré, ces jeunes qui vont être titularisés vont aller dans des académies, dans des établissements souvent compliqués, ou en tout cas plus compliqués que ce qu'ils ont vécu en formation initiale, et ils ont terriblement besoin d'être accompagnés pendant ces années-là, qui sont des années charnières. Je n'ai pas les chiffres, mais je crois savoir que c'est à ce moment-là que les démissions se passent au début de la carrière. Il faut qu'on puisse les accompagner. Ça veut dire qu'il faut une articulation très fine entre la formation initiale et cette formation continuée, et donc un dialogue très étroit entre les opérateurs de la formation initiale et ceux qui sont en charge de l'AFC, c'est-à-dire les EAFC. Il faut qu'on puisse co-construire ces formations parce qu'il faut qu'elles aient du sens pour les gens qui ont eu soit 2 ans de formation, soit 6 mois. Il ne faut pas que ce soit redondant. Donc, je pense qu'il y a vraiment une attention vraiment particulière et qu'on ne fait pas assez sur cette génération de jeunes titulaires. Le deuxième élément sur lequel les INSPE peuvent agir, c'est
nos spécificités, nous avons des masters et des certifications et des diplomations qui peuvent s'adresser aux enseignants qui sont en poste. Nous avons ce que nous appelons notre 4e mention, les masters ingénierie de la formation, avec de très nombreux parcours dans lesquels les enseignants qui sont en poste peuvent s'inscrire, les diplômes universitaires aussi, et les certifications aussi. Donc l'offre, elle existe, je pense qu'on peut à nouveau la renforcer, mais, et je rejoins Cécile Riac en ce sens, il faudrait qu'il y ait une prise en compte dans la carrière de ces enseignants des compétences qu'ils ont acquises pendant ces certifications, diplomations, qui leur prennent du temps par ailleurs. Et par exemple, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'outils qui permettent la traçabilité tout au long de la carrière de ces enseignants sur les formations qu'ils ont suivies et les compétences qu'ils ont acquises. Ils devraient pouvoir peut-être avoir des postes à profil ou avoir des mobilités professionnelles tout au long de leur carrière. On voit bien que c'est un souhait maintenant des enseignants, à l'intérieur de l'éducation nationale, mais pourquoi pas à l'extérieur de l'éducation nationale, et qui puissent capitaliser quelque part sur ces expériences de formation continue. Et le 3e point sur lequel les INSPE peuvent agir dans la formation continue, c'est la spécificité que nous avons, c'est que nous sommes des composantes universitaires. Dans les rapports qu'on lit sur la formation continue, et tout à l'heure on a parlé de cette formation un peu descendante avec des collègues qui parfois sont déçus, qui s'enlacent, qui ne viennent pas aux formations. Je pense que la richesse des disciplines universitaires que nous avons en didactique, en sciences d'éducation, en psychologie, doivent permettre de pouvoir proposer une offre de formation qui va toucher toutes les questions que rencontrent quotidiennement les professionnels qu'ils sont dans l'exercice de leur métier. Voilà ce que je dirais sur peut-être les possibilités, la plus-value qu'ont les INSPE, et c'est ce qu'on essaie de faire évidemment autant qu'on le peut dans la formation continue des personnels enseignants et des CPE. Merci Elsa. Alice, on a encore quelques toutes petites minutes pour remonter une autre question de notre flux. Vous avez été tous très, très dynamiques, réactifs. Qu'est-ce qu'on peut choisir là-dedans? Il y a pas mal de questions. Alors, comme on a pas mal parlé de revaloriser la place des formateurs, l'importance du collectif, on nous demande est-ce qu'il faudrait aussi inventer un nouveau métier, celui de formateur dans une formation entre pairs. Est-ce que c'est quelque chose dont on a besoin aujourd'hui? Qui se lance sur les nouveaux métiers? J'ai cru que la question. La position est reconnue officiellement dans pas mal de systèmes éducatifs. Donc évidemment, ça correspond aussi à une évolution de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire qu'on évalue les compétences de l'enseignant pas seulement dans la classe, mais pour son investissement en dehors de la classe, aux côtés de ses collègues, à porter des projets, des expérimentations, à être mentor de ses collègues, on utilise le terme en Nouvelle-Zélande, facilitateur pour l'innovation. Enfin, c'est des nouveaux métiers qui sont dans ce qu'on appelle l'encadrement intermédiaire, c'est-à-dire entre la direction d'établissement et l'enseignant dans sa classe, des nouveaux métiers qui reconnaissent et qui valorisent les enseignants qui s'engagent en dehors de la classe et qui permettent aussi des rémunérations supplémentaires et des avancements de carrière. Donc, je pense qu'on va vers ça. On nous a aussi on nous a interpellé sur la question des enseignants en lycée professionnel qu'on n'a pas couvert dans ce webinaire. C'est un peu la dure loi d'un webinaire d'une grosse heure. Cécile Riac, vous les oubliez pas, les enseignants en lycée pro? Votre micro est coupé, Cécile, il faut le rallumer. Alors, non, on les oublie pas, et je crois que d'ailleurs dans les questions, j'ai essayé de remonter le chat, il y a non seulement les lycées professionnels, les enseignants de lycées professionnels, mais aussi les élèves sortants de bac professionnel, et pour certains qui pourraient désirer embrasser une carrière enseignante, et donc de voir justement les ponts, et dans ces cas-là, les parcours 3PE et ce qu'on pourrait envisager demain devrait prendre en compte aussi les lycéens professionnels désirant devenir des enseignants. Non, on n'oublie pas les enseignants du professionnel. Mais il y a une particularité dans le monde du lycée professionnel qui est, d'un côté, il y a des enseignants qui enseignent une discipline générale, et dans ces cas-là, ils sont bivalents. Donc, c'est aussi très intéressant de travailler en lycée professionnel parce qu'il y a une autre démarche de la part de ces enseignants, parce que eux, ils acceptent déjà, dans la conception même du métier, d'être bivalents. Et ça, c'est aussi interrogé. Et l'autre catégorie d'enseignants, c'est ceux qui sont des professionnels et qui se sont reconvertis dans un métier de l'enseignement. Et là, on
on touche du doigt ce que l'on dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les métiers d'enseignement de demain, il va y avoir plusieurs parcours pour pouvoir rentrer dans ces métiers-là. Comment est-ce qu'on accompagne les reconversions professionnelles? Comment est-ce que on accompagne des compétences plus techniques, plus professionnelles en termes de métiers de l'artisanat, par exemple, de savoir-faire? Ça, pour moi, c'est une vraie question. Et non, on ne doit pas les oublier dans les réflexions à venir. Et donc, ça répond aussi à une question que j'ai vue sur le chat sur est-ce qu'il ne faut pas supprimer l'agrégation et les CAPES? Il y a, une chose est certaine, une voie de recrutement pour le premier degré. Et il y a des voies de recrutement pour le second degré avec des spécificités. Aujourd'hui, on ne peut pas supprimer les CAPES disciplinaires et les CAPET et les concours dans l'enseignement professionnel parce qu'il faudrait sinon mettre à bas tout le système. Donc, on a bien besoin quand même de ces différentes filières. On n'a pas parlé des profs doc, de leur recrutement aussi, ou des CPE qui sont aussi des professionnels du système éducatif. Donc, par contre, au sein du master MEF, je pense qu'il doit y avoir des moments où tout le monde doit suivre des troncs communs, des moments communs, parce que c'est aussi une manière de donner une culture commune à tous les métiers de l'enseignement et peut-être de la formation, pour rebondir sur le dernier sujet. Merci Cécile. Une toute dernière pour la route. Allez, on fait un tout petit tour de table où chacun de vous quatre peut nous donner un dernier mot. Avec Alice, on s'est dit qu'on allait vous poser la question la plus compliquée pour la fin. Est-ce que la France est à l'aube de la grande réforme qui lui manque pour la formation de ses enseignants? Elsa? De la nouvelle grande réforme? Celle qui manque? Je lisais cette semaine un papier de la Revue internationale d'éducation de Sèvres de Antonio Novoa qui disait la formation des enseignants, une troisième révolution. Ça va dans le sens de ce que vous dites. C'était un papier très intéressant. J'ai envie de dire, si réforme il doit y avoir, il faut vraiment qu'on prenne le temps de la penser. Il faut qu'elle soit systémique. Et j'allais dire qu'on s'y tienne. Il faut que tous les acteurs soient réunis autour de la table pour bien la penser. Et tous les acteurs, c'est ceux qui forment, l'État qui recrute, l'université. Il va falloir que vraiment on réfléchisse ça ensemble. Sinon, peut-être on se retrouve, Théo, dans 4 ans pour parler de la nouvelle réforme de la formation initiale. Voilà. Donc, il faut qu'on donne de la stabilité à cette formation initiale. Il faut qu'on lui donne un temps long. Il faut qu'on donne aux jeunes enseignants l'envie de faire ce métier, et il faut qu'on donne à ceux qui sont déjà dans ce métier l'envie de ne pas en partir. Voilà. Merci Elsa. Romuald? Oui, il faut une approche systémique. C'est-à-dire, on ne peut pas penser la refonte de la formation des enseignants sans penser la gouvernance locale, sans penser le travail des équipes de direction, sans penser la restructuration des professions et des référentiels de compétences et métiers, sans penser l'évaluation. Donc, évidemment, on attend finalement un peu aussi que sorte de la boîte cette idée un peu systémique, ou ce que j'appelle moi quelquefois une ingénierie de la réforme, dont certains systèmes éducatifs ont bien réussi à mettre en œuvre, donc notamment les systèmes éducatifs performants. Et alors, quelle est l'ingénierie de la réforme en éducation, un peu cohérente, un peu systémique? Je demande à voir, et on parle beaucoup en ce moment de l'école, les écoles normales du XXIe siècle. Alors, je ne suis pas sûr que c'est un retour à la tradition qui va évidemment permettre d'améliorer le quotidien de la formation des enseignants. Ce qu'on peut peut-être retenir dans les écoles normales, puisque c'est formé au départ les enseignants du premier degré, c'est les écoles d'application qui avaient un certain succès, qui montraient d'une certaine manière justement à la fois comment on pouvait développer l'apprentissage entre pairs et sensibiliser notamment les enseignants à la recherche. Peut-être que ces écoles d'application, elles pourraient naître un peu dans l'enseignement secondaire. C'est notamment ce qui se fait en Finlande, et ça leur réussit plutôt bien. Donc pourquoi pas des écoles d'application dans l'enseignement secondaire à l'horizon 5 ou 10 ans. Je trouve que ce serait assez intéressant à faire. Merci Romuald. Eric? Oui, pour pas être redondant, mais je crois que s'il y a une réforme, c'est une réforme du métier d'enseignant dans sa globalité qui doit être faite. Il faut prendre le temps, il faut être systémique, il faut regarder toutes les composantes du métier, les salaires et les conditions de travail, la formation initiale, la formation continue
et continuer les moyens de reconnaître la formation qui est faite, améliorer la mobilité des enseignants. Je crois qu'il faut vraiment aussi avoir cette réflexion globale. On a l'impression qu'on tâtonne un peu parfois en France, qu'on active une dimension. Alors ça a été le salaire ces derniers temps. Après, on va regarder la formation, mais en fait, c'est le métier dans la globalité qu'il faut repenser. Et puis, c'est indispensable. Souvent, ce qu'on dit à l'OCDE, c'est que la qualité d'un système éducatif se mesure à la qualité de ses enseignants. Donc, ça prend son sens et ça justifie vraiment une réforme en profondeur du métier, en prenant le temps et en réfléchissant sur toutes ces dimensions en même temps, à mon sens. Merci Eric. Et Cécile Riac, le mot de la fin va être pour vous. Le mot de la fin, parce que je ne vais pas le répéter, mais je vais reprendre des mots. Il faut une réforme qui entraîne de la stabilité, donc une réforme qui soit robuste, donc une réforme qui soit systémique. Et pour qu'une réforme puisse être menée à bien aujourd'hui, je pense que, comme Elsa, Romuald et Eric viennent de le dire, il y a besoin de repenser le métier de demain, c'est-à-dire de savoir pourquoi et pour qui on forme. Et donc, ça veut dire aussi simplifier peut-être certains processus et ne pas hésiter à expérimenter les choses pour que si jamais on se plante, eh bien, on puisse rebondir. Pour ce que je disais, quand j'ai longuement discuté avec le réseau des INSPE et puis d'autres, là, en tant que politique, nous n'avons pas le droit de nous planter sur cette prochaine réforme. Non, il va falloir donc travailler vraiment collectivement pour trouver le bon chemin ou les bons chemins, parce qu'il n'y a peut-être pas qu'une seule formule, mais qui permettent aux enseignants de demain d'être des enseignants, oui, performants, mais aussi des enseignants qui continuent à aimer leur métier et qui ont envie de transmettre, qui ont peut-être envie aussi d'évoluer dans l'éducation ou ailleurs, et que cela n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Merci à tous les quatre. Alice, notre rédaction sera à pied d'œuvre pour suivre tout ça. Tout à fait. Et nous voilà au terme de ce webinaire qui sera disponible en replay sur le site de Campus Matin, comme Alice le disait au démarrage de ce webinaire. La suite des événements, c'est encore une demi-journée de webinaire demain, mercredi 7 février, et puis une journée de plénière à Sorbonne Université autour des questions de performance dans les questions éducatives. Un grand merci à nos partenaires, au réseau des INSPE et à vous tous qui avez participé et dynamisé ce webinaire par vos questions. À très bientôt et bon appétit. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.